Notre enquête commence dans un quartier animé de Paris. Une jeune femme va nous raconter une histoire à peine croyable. Celle d'une opération publicitaire clandestine menée par l'un des plus grands groupes de spiritueux au monde, Bacardi Martini. C'est un quartier qu'on fréquentait régulièrement pour notre mission. La population correspond totalement à la cible visée, c'est-à-dire que ce sont des gens jeunes, branchés, bobos, qui ont l'esprit festif. Camille est comédienne. Elle a été embauchée l'été dernier pour promouvoir un nouvel apéritif. Comme la vingtaine d'autres acteurs recrutés pour cette mission secrète, elle devait jouer les fausses clientes. Quelle était votre mission pour Martini? Alors en fait, notre mission, c'était de promouvoir cette marque-là. On était répartis par groupe de 5 jeunes qui devaient se faire passer pour un groupe d'amis et qui allaient dans les bars chaque soir, 2 bars par soir, pour proposer et inciter les gens à boire cette boisson, ce nouveau cocktail. Et les gens savaient que vous travailliez pour une marque d'alcool? Non, sûrement pas. Justement, le but, on avait un contrat confidentiel. Il fallait en aucun cas dire qu'on travaillait pour cette marque. À l'image des agents secrets en mission. Le scénario était simple. Ces acteurs entraient dans un bar et offraient une tournée à d'autres clients, à condition qu'ils choisissent ce nouvel apéritif. On me disait, je paye ma tournée, mais c'est la même chose que moi. J'ai découvert ça l'été dernier, c'est hyper bon. Sinon, on disait, je vais vous faire découvrir un truc, je suis sûre que vous ne connaissez pas. C'est frais, c'est pétillant, enfin voilà, des choses positives. En envoyant ses ambassadeurs jeunes et beaux à l'assaut des consommateurs branchés, Martini espérait lancer une mode. Cette méthode, jusque-là inconnue en France, s'appelle l'undercover marketing, la publicité sous couverture. Entre juillet et octobre dernier, l'opération s'est déroulée dans des centaines de bars. Pour l'organiser, Bacardi a fait appel à une agence de communication. Nous nous présentons à l'accueil pour postuler. Bonjour. En fait, j'ai un ami qui travaillait pour vous et il m'a dit de venir vous déposer un CV. Il m'a dit qu'il travaillait avec vous sur des événements. En fait, il travaillait pour vous en octobre. Il m'a parlé de mission pour des marques comme Martini, ce genre de choses. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Voilà. D'accord, oui, tout à fait. Vous faites aussi du théâtre, c'est ça? Un peu théâtre Un aussi, peu ouais. théâtre. Ok, non, parce que dans le cadre de cette tournée-là, ils recherchaient des comédiens. C'était vraiment en délicatesse parce qu'il fallait participer à la vie d'un bar sans vraiment dévoiler qui vous étiez ou autre. Ah oui, c'est ça, il m'avait Il y avait dit. une touche un peu supplémentaire dans cette mission. Oui, c'était ça qui était intéressant. Donc en Ouais. fait, il fallait... Et, en fait, ils devaient plutôt infiltrer le milieu, entre guillemets, quoi. Après tester, voir ce qui se produisait et après faire des rapports. D'accord. Et donc là, on disait pas ce qu'on faisait, on était en client, c'est ça. Ouais, de avril, mai jusqu'à août, septembre, parfois octobre, septembre un peu. Ils ont des tournées qui peuvent aller sur toute la France. D'accord. Et là, ça correspond plus au profil. Donc c'est plutôt pendant l'été ou pendant... Ouais. D'accord. Tout à fait. Donc vous postulez, puis ensuite, vous verrez bien. Bon, je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. À ce jour, nous n'avons reçu aucune nouvelle de notre candidature. Pourquoi avoir eu recours à cette méthode à la limite de la légalité? Selon la loi, toute publicité doit être présentée comme telle. Nous contactons la marque. Nous ne souhaitons pas répondre aux questions ni commenter les sujets de votre reportage. Donc voilà, vous n'aurez aucune interview de notre part. En France, l'alcool est la première cause d'hospitalisation, notamment chez les jeunes. La publicité pour ce produit est très encadrée. Nous avons enquêté sur les méthodes des fabricants d'alcool pour séduire de nouveaux consommateurs. Et découvert comment certains parviennent à contourner la loi. Un vendredi soir à Wissembourg, en Alsace. Comme chaque semaine, Anthony et ses amis se retrouvent pour fêter le début du week-end. Bah là, on va aller chercher de quoi faire une soirée, donc différents alcools, pour égayer un peu le move, quoi. Ils ont entre 17 et 24 ans. Des hommes, des femmes, jeunes. C'est la cible prioritaire des producteurs de boissons. Ouais, mais on se prend un pack de bière aussi. Bon, Nous allons passer la soirée avec eux et observer leurs habitudes de consommation. on reste traditionnel, hein. Hop là. La bouteille qu'il faut en soirée.
Whisky pour les garçons. Ouais, regarde, métal et tout, tu protèges la bouteille. Elle est trop belle la boîte. Vodka pour les filles. La moumoute? Allez hop, la moumoute. Ils sont sensibles aux emballages. Oh, moi je l'avais la moumoute. Hein. Et vous prenez la bouteille juste pour la... Ouais. Elle est trop chou. Les jeunes, ils recherchent beaucoup plus les bouteilles maintenant avec des boîtes collection, des moumoutes comme ça. Non, franchement, ça attire vraiment la clientèle, quoi. Bah, à la caisse. La note s'élève à une centaine d'euros. Un gros budget pour ces jeunes qui, pour certains, sont encore au lycée. La soirée se déroule chez Anthony, 19 ans. À la jeunesse, à la vieillesse, à tout ce qui bouge, quoi. Tous semblent entretenir un rapport affectif avec les marques qu'ils consomment. Un peu partout dans l'appartement, des bouteilles vides en guise d'objets de décoration. Tout bêtement, c'est le trophée de chasse. C'est la mode. Il y en a, ils vont accrocher leur sanglier en plein milieu de leur salon. Nous, on va mettre les bouteilles sur l'armoire. Vous savez, celle que j'ai gardée, c'est celle de ma première cuite d'ailleurs. Oh putain. Elle est dans ma chambre. Fallait que je la garde comme souvenir. Je crois qu'on l'a tous. Ouais. Si un mec met des bouteilles de Jack dans son salon, par exemple comme moi, c'est déjà plus viril qu'avec un truc avec des pompons. Hein. Mais non, mais c'est sexy. Bon, maintenant, oui, bah voilà. Non, il date de la crémaillère. Dans les cocktails qu'ils préparent, ils ajoutent des sirops aux goûts enfantins. Vodka, bubblegum. Celui-ci est aromatisé au bubblegum. C'est juste là, vodka. Oh, comme c'est bon. Oh, comme c'est bon. En faisant un Mel, elle va trop kiffer. C'est une mode en fait. C'est maintenant les personnes âgées, je prends l'exemple du bar, c'est la bière, le vin, les choses classiques. Et là, maintenant, comme dit, vodka, caramel, vodka bubblegum. Mais c'est plus jeune. Cet engouement des consommateurs pour les mélanges sucrés, aromatisés, des fabricants s'en sont inspirés pour donner un coup de jeune à leurs produits. Au cœur d'une région viticole, Carcassonne. Perrine Langlais, ingénieure en recherche et développement, est le nez d'un des plus grands producteurs de vin français. Elle est à l'affût des nouvelles tendances. Là, je teste un nouvel arôme que je viens de recevoir de la part d'un fournisseur. Elle crée des mélanges calibrés pour coller au plus près des attentes du public. On a réalisé un test consommateur. Donc, on a demandé à 100 dégustateurs de nous classer un petit peu, selon leurs préférences, une proposition de 6 boissons aromatisées à base de vin rouge. Donc, on leur a proposé des aromatisations de cerises, de grenadine, de fruits rouges, de fraises, d'oranges et d'épices et de mûres. La grenadine arrive à peine à la moyenne, alors que des notes comme la mûre cartonnent vraiment de façon importante. Donc on a choisi de lancer ce produit-là. Une boisson au parfum de sirop qui titre à 7,5 degrés, moins qu'un vin classique. L'un des plus grands succès de son entreprise est un mélange de vin et d'agrumes, le rosé pamplemousse. L'été dernier, en France, il s'en est vendu 13 millions de litres. La croissance du marché est exponentielle. Jackie Maria est le numéro 2 de la société. Stéphane. Il supervise 5 usines. Bonjour, ça va? Ça va et vous? En préparation? En préparation, oui. Ouais, très bien. Dans celle de Carcassonne, ce jour-là, la chaîne de rosé pamplemousse tourne à plein régime. Nous produisons actuellement 2 millions de bouteilles par an à peu près. Et c'est un marché qui est en expansion, qui est en grosse croissance. Et en 2012, le marché a doublé par rapport aux ventes de 2011. En 2013, on a annoncé une même progression qu'à peu près 2012, c'est-à-dire x2 par rapport à 2012. Ça marche parce que d'abord, c'était un produit qui est assez festif, qui plaît aux femmes, qui plaît aux jeunes, et qui est dans le segment des rosés, donc qui surperforme par rapport au vin. Ce produit ne représente qu'1% de leur chiffre d'affaires, mais il est très rentable. Sa recette, du vin rosé bon marché, du sucre, de l'eau du robinet. Là, c'est l'eau qui arrive par là, par cette tuyauterie, et elle arrive directement dans la cuve par pompage. Quelle est la quantité d'eau? À peu près 15 à 20% pour élaborer un rosé pamplemousse à 9 degrés. Et l'eau, c'est un ingrédient qui vous coûte combien? Qui coûte le prix de l'eau.
c'est plutôt un réducteur de prix. Et bien sûr, l'ingrédient essentiel. Et on a des arômes de pamplemousse. Donc ça, c'est un bidon de 20 litres. Et avec 20 litres, on fait à peu près 17 000 bouteilles. Voilà, on peut sentir, ça sent l'arôme de pamplemousse naturel, 100% naturel. Chaque bouteille sera vendue 3 € en grande surface. Sur ce marché, la concurrence est féroce. Dans son laboratoire, Perrine Langlais doit sans cesse dénicher de nouvelles saveurs. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec des fournisseurs d'arômes venus d'Allemagne. Ça, c'est limite bonbon. Dans ces canettes se trouve peut-être le futur tube de l'été. C'est comme une chanson, vous l'écoutez, vous appréciez et après il faut passer à autre chose. Donc, ça c'est sûr. Le rosé pamplemousse, ça restera un classique. Il restera. Vous voyez, là c'est pareil, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas du tout connu du public. Mais quand vous goûtez, ça vous fait penser à quelque chose l'ensemble. Oui, boisson type exotique. Oui. Passion. Oui. Voilà. Tropicale, tout à fait. Vous avez un coup de cœur? Pour le moment, il y en a un qui m'interpelle, effectivement. Vous voulez vraiment garder le secret? Bah, bien sûr. Bien sûr, on espère, si on est amené effectivement à développer cette boisson avec cette petite aromatisation, on espère effectivement être bien positionné avec une nouveauté. Oui, tout à fait, on veut garder le secret sur ce type d'aromatisation. Vous ne me direz pas? Ah non. Pour vendre un alcool, le goût, l'emballage ne suffisent pas. En Alsace, chez Anthony, la soirée bat son plein. Julien est motivé, hein. Oh là! On va laisser un grand verre. Hein. Un grand verre avec une grande dose pour une petite fille. Hein. Ouais, c'est bon. Comme pour les vêtements, l'image des marques est capitale. Quelqu'un qui a de la popularité au niveau d'un lycée ou quoi que ce soit, il a acheté 3-4 bouteilles de vodka, tout le monde va acheter les mêmes, quoi. Tu débarques avec une bouteille de Jack Daniels à une soirée, t'as la classe auprès des filles. Ah non, je suis désolé, tu viens avec... Ce whisky, Anthony l'a découvert en écoutant son idole, Booba, un rappeur très populaire. Dans ses chansons, il fait référence à cet alcool. Blanchir ma colombe, Jack et mon sirop. Donc voilà, il parle beaucoup de Jack, même quand on le voit en général à la télé, il y a toujours un moment où il parle de Jack. Quand on a 15, 16, 17 ans, on voit un rappeur avec sa bouteille qui n'arrête pas d'en parler, on va l'acheter. Parce que c'est classe, même si on n'a pas les sous. Mais on va l'acheter parce que, voilà, c'est Booba. D'après nos informations, aucun contrat publicitaire ne lie cette marque au rappeur. En général, les fabricants paient pour s'afficher aux côtés des stars. Ce clip de Lady Gaga a fait le tour du monde. Il a été visionné 500 millions de fois sur Internet. Une vodka ukrainienne y joue les seconds rôles. Grâce à ce clip du rappeur américain Puff Daddy, un cognac tricolore est même devenu l'une des boissons les plus tendances aux États-Unis. En France, ce type de placement produit est interdit par la loi. Des publicitaires parviennent à la contourner. Dans une boîte branchée de Monaco, l'un des célèbres DJ français, David Vendetta, tourne son dernier clip. Voilà, viennent ses amis, donc on va les passer là-bas. Okay. Le réalisateur, Michel Gorskowski, a personnellement choisi les jolies figurantes. Ça va, Michel? Génial, ouais, génial. Très bien. Pour ce qui est des accessoires, l'homme à l'écharpe noire a son mot à dire. Jean-Albert Vergniaud est chargé de promouvoir une nouvelle marque d'alcool. Parfait. Sur la voiture, je crois qu'on a une ou deux canettes, je crois, derrière. Ouais, ce sera là. Voilà. Je te laisse travailler. La boisson est un de ces nouveaux mélanges sucrés, à base de vodka et de jus de fruits.
C'est quoi le principe de ce clip? On vous a demandé de placer des bouteilles, comment ça se fait? Dans ce clip, en gros, il y a une boisson. Et c'est une boisson très festive. C'est de la publicité déguisée? Non, elle n'est pas déguisée. Elle n'est pas déguisée, mais nous, en tant que marque, l'idée, c'est vraiment pas de faire quelque chose de trop visible ou qui soit outrancier ou qui gâche le travail du réalisateur. La bouteille reste un élément imposé du scénario. Elle sera assise devant la bouteille, je la filme et on envoie des gens et elle leur fait non, elle a l'air triste. Ok ? Pour placer sa boisson dans le clip du DJ, Jean-Albert Vergnaud a dépensé 13 000 €, la quasi-totalité du budget du tournage. David Vendetta, lui, ne semble pas concerné par cette opération publicitaire. Le but, c'est simplement de donner le sourire aux gens dans une sorte de boîte. Après, c'est à eux de gérer s'ils doivent consommer de l'alcool ou pas. À quelques kilomètres de là, ce tournage serait illégal. En France, une loi, la loi E20, interdit le placement produit de boissons alcoolisées. Cette réglementation ne s'applique pas à Monaco. Jean Albert a installé ses locaux dans la principauté. Voilà, donc là on a vraiment l'équipe de tête avec le marketing, l'artistique, la presse, tout ce qui est merchandising. Il a embauché 5 salariés. On va gérer vraiment ici toute la partie développement, communication, quels sont les messages qu'on va faire passer, les tendances. On va analyser également les Facebook. On va voir comment on peut justement trouver les meilleurs créneaux pour se mettre dans la mode du moment. Il cible les jeunes adultes. Dans les soirées, il leur distribue des gadgets, des casquettes, des lunettes. Voilà, bon là on n'est pas en situation, donc, mais forcément on voit bien la visibilité de la marque sur la photo. Et puis voilà, c'est un accessoire qui est toujours marrant en nuit. Ces cadeaux ne sont pas désintéressés. Tous les clubbers qui vont dans la nuit se prennent souvent en photo avec leur smartphone, les réseaux sociaux, ils s'échangent les photos des bonnes soirées. Il espère retrouver ces photos sur Internet, faire du buzz, comme il dit, du bruit. Là, c'est vraiment quelqu'un d'anonyme qui s'est pris en photo avec un accessoire et ça fait le buzz. Le buzz, c'est vraiment quand, je dirais, les consommateurs s'emparent de la marque et que la marque est diffusée au-delà de ce qui est prévu dans les campagnes autorisées. On sait très bien aujourd'hui que les jeunes regardent plus Internet que la télévision. Donc pour nous, c'est vraiment un média qui est très important et sur lequel on communique beaucoup. C'est aussi sur Internet qu'il diffusera le clip de David Vendetta. Sur les réseaux sociaux, il se permet de publier des vidéos suggestives, de jolies filles, de moments festifs associés à son cocktail. Des images en principe interdites par la loi E20. Parce qu'il est à Monaco, il est à l'abri des poursuites judiciaires. En France aussi, toutes les marques d'alcool sont présentes sur le web, au grand désespoir de Renaud Boutier. Il est président d'une association lyonnaise dédiée à la santé des jeunes. Il dénonce les messages de ceux qu'il appelle les alcooliers sur les écrans, notamment sur les téléphones. Donc, je suis avec mon téléphone portable, je suis jeune, je recherche une marque de bière bien efficace, c'est-à-dire particulièrement dosée, c'est-à-dire pas très chère. J'en ai une, j'ai téléchargé une application, donc c'est très simple. Je vais sur l'application. L'application va me géolocaliser. À 300 mètres, il y a un magasin, grande surface, qui stocke cette bière. Au siège de l'association, son équipe surveille de près ces nouvelles applications. Il s'étonne chaque jour un peu plus de l'inventivité déployée par les producteurs d'alcool. On imagine tout à fait le jeune avec sa bande de potes en soirée, etc., le montrer. Regarde, comme si mon téléphone était un verre, je vais me mettre à verser. Je verse dans le verre mes glaçons, mais c'est pas fini. De la limonade apparaît, c'est le deuxième ingrédient. Je vais servir ma limonade. Et puis, la troisième étape, ça va être le produit, la vodka. Donc la voici, elle est noire. Et donc, la préparation est terminée. C'est jouer, me faire plaisir, me valoriser auprès de mes copains, puis m'apprendre à faire le cocktail avec des moyens absolument gigantesques qui sont mis en place. Quant aux publicités classiques,
Elles sont partout, sur des sites de rencontres, de musique et aussi sur ceux de certaines radios. Énergie, c'est un acronyme, Nouvelle Radio Jeunesse. La cible est claire. Et Énergie, sur sa première page, affiche, et ça barre la une boisson, alors une boisson qui est très prisée par les jeunes. Et donc on a sur une même page une radio jeunesse, une marque de bière et notre ami Justin Bieber qui, à l'époque, avait 17 ans, qui est donc mineur. Pour lui, c'est inacceptable d'associer l'alcool et l'univers des adolescents. Pendant des années, les publicités pour l'alcool étaient interdites sur Internet. Mais en 2009, coup de théâtre. Le Parlement les a autorisées. Valérie Lemorton est députée. Selon elle, les parlementaires ont cédé à la pression des lobbies. Ça a été pour moi la révélation de ce qu'était un lobby et comment ce lobby pouvait prendre le pas sur l'intérêt général qu'était la santé publique. Elle affirme que les industriels de l'alcool ont enrôlé les viticulteurs pour faire pression sur les élus. Le soir de l'examen de l'amendement sur la publicité sur Internet, les tribunes du public étaient très fréquentées. Ceux qui sont très intéressés par le débat, ce soir-là en tout cas, on pouvait les remarquer à leur manière d'être très en avant sur l'hémicycle pour bien montrer à leurs députés qu'ils étaient là et en gros que le député était sous surveillance des viticulteurs qui étaient présents. Je vous le mime, parce que c'était comme ça. C'est-à-dire qu'ils étaient assis et ils étaient bien mis en avant comme ça, voilà. Et quand le député ou la députée avait parlé, elle se retournait ou il se retournait vers son viticulteur ou son représentant de la viticulture régionale et puis il lui faisait ça et l'autre il faisait discrètement que c'était bien ce qui avait été dit. Cette mobilisation durait depuis des mois. C'est des coups de fil, des lettres, des coups de fil. Moi, par exemple, qui viens de Toulouse, j'ai été appelée de nombreuses fois par les vins du Sud-Ouest. Puisque j'étais responsable du texte pour les socialistes. J'ai été appelée de nombreuses fois, jusqu'au moment où je n'ai plus répondu à leurs appels. L'amendement est passé. Au départ, cette loi, la loi Bachelot, du nom de l'ancienne ministre de la Santé, devait renforcer la lutte contre l'alcoolisme des jeunes. Elle comprenait des mesures phares, comme l'interdiction de la vente d'alcool aux moins de 18 ans et l'interdiction des open bars. C'étaient les priorités de la ministre. Roselyne Bachelot est aujourd'hui chroniqueuse sur une chaîne de la TNT. Moi, ce qui importait, c'était que toute cette partie d'interdiction de la loi, interdiction de vente aux mineurs, interdiction dans les bars, interdiction dans les happy hours, etc. Je voulais que cette partie qui durcissait considérablement la loi Evin soit votée. Pour ne pas compromettre le vote de sa loi, Roselyne Bachelot va alors faire une concession. Elle cède sur la publicité sur Internet. 4 ans plus tard, elle semble regretter d'avoir fait cette concession. Faut-il interdire totalement les choses sur Internet ? Le bilan étant dressé de cette affaire-là, moi je n'y verrais que des avantages. L'arrêt de la publicité pour l'alcool sur Internet n'est pas du tout à l'ordre du jour. En 20 ans, une règle n'a pas changé. L'interdiction des parrainages de soirée par les marques d'alcool. Cette règle est-elle respectée ? À l'ESSEC, une grande école de commerce parisienne, la fête la plus importante de l'année se prépare. Demain soir, 4500 personnes sont attendues sur le campus. Yacine, le président du bureau des étudiants, est sur tous les fronts. Ok, quoi de neuf ? Bien. Ils n'ont pas encore monté, ils vous ont pas encore amené le matériel? Ils arrivent. Ils sont là en ce moment? Enfin, vous les avez croisés? C'est les prestats? Ouais, les prestats. Ouais, ils arrivent. Ok, d'accord, parfait, très cool. Il attend une livraison essentielle. De quoi meubler entièrement une des salles qui accueillera la soirée. Il y a un truc là, Martin. Il y a donc canapé, fauteuil, canapé, il y a des manches debout pour que les gens... Des manches debout, ouais. Voilà. Il y a un baby-foot. Un baby-foot qu'on voit là-bas. Voilà, et il y a un bar. Et il y a le bar. Pour cet équipement, le bureau des étudiants n'a pas dépensé 1 centime. Tout a été prêté gratuitement par leur fournisseur de bière. C'est eux qui nous ont proposé, en complément de la commande, de nous offrir cet espace lounge et donc ces banquettes, ce baby-foot, les petits cubes de lumière, etc. Ça leur permet de faire de la pub, d'être présent, mais ce Germonique, c'est plus une manière pour eux de participer en fait, à cet événement qui leur a plu. Sur le baby-foot, sur les tables, les transats, le logo de la marque est partout.
partout, sauf sur l'affiche de la soirée. Le parrain officiel se nomme Unbottle Yourself. En français, décapsule-toi. Sur le site internet, la marque de bière n'est pas bien loin. Il suffit de cliquer pour être redirigé vers son site. Nous cherchons à en savoir plus. Yacine va nous présenter le commercial de la marque. Je suis pas sûr qu'ils veuillent... Salut Yacine. Du coup, messieurs de la télé qui apparemment ne veulent... Enfin, du coup, je crois que vous ne voulez pas passer à la télé, donc... Oui, si vous permettez de... Petit image. Nous, on n'a pas d'habilitation à répondre aux journalistes. Donc, sans la communication, il n'y a pas de souci, vous pouvez les joindre. D'accord. Mais alors, simplement, c'est Carlsberg ou Unbottle Yourself qui est là ce soir? En fait, c'est Brasserie Collembourg via Carlsberg et Unbottle Yourself. Il y a les logos Alibi qui sont... Mais pourquoi il y a pourquoi il y a un logo Alibi? Je ne peux pas vous en dire plus. Recourir à une marque dite Alibi, c'est l'astuce qu'ont trouvé les brasseurs pour apparaître dans les soirées étudiantes et les concerts. Unbottle Yourself est la marque Alibi de Carlsberg. Green Room Session, celle de Heineken. Pression Live, celle de Cronenbourg. Aucun des brasseurs concernés n'a souhaité nous répondre. Nous avons finalement sollicité un de leurs représentants. Alexis Capitan est le directeur général d'Entreprise et Prévention, une association financée à 100% par les producteurs de boissons alcoolisées. Là, vous avez une campagne qui est assez ancienne, qui date de la fin des années 90. Est-ce pour se donner bonne conscience? Ils financent des campagnes de prévention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les producteurs n'ont aucun intérêt à voir des jeunes se tuer sur la route, n'ont aucun intérêt à avoir une partie de la population qui va avoir des problèmes cardiovasculaires, des cancers, des maladies liées à l'abus d'alcool. Sur le parrainage des soirées par les marques Alibi, il va rester évasif. Pour moi, c'est des concepts qui sont à côté de la communication pour l'alcool, puisqu'on communique non pas sur une marque d'alcool, mais sur autre chose. Donc, et dans quel but? Essentiellement, d'après ce dont j'ai connaissance, on est dans du mécénat musical, de promotion de jeunes talents. Pourquoi Carlsberg utilise sa marque Alibi pour figurer sur l'affiche de la soirée étudiante? J'en sais rien. Je connais pas précisément le cas dont vous me parlez, donc il faut leur poser la question. Mais voilà, enfin, je veux dire, connaissant une marque de cette importance, un groupe de cette importance, j'ai du mal à croire qu'ils ne respectent pas scrupuleusement la législation. Nous n'aurons pas plus de précisions pendant la soirée de l'ESSEC. Il est minuit, des milliers d'étudiants dansent au rythme de la musique électro. Côté bar, il semble que notre caméra ait contrarié les plans de l'équipe d'animation. Service minimum pour les hôtesses. Elles ont le droit de distribuer des éthylotests et des préservatifs, mais pas de danser, ni de nous parler. Leur responsable ne répondra pas non plus à nos questions. Est-ce que vous savez que c'est interdit, le partenariat entre les soirées étudiantes et les marques d'alcool? Non mais j'ai même pas envie de répondre. Cette nuit-là, la fête s'est bien terminée pour tout le monde. Il y a quelques années, les marques d'alcool offraient des centaines de bouteilles au bureau des étudiants et subventionnaient massivement leurs fêtes. Aujourd'hui, elles se font plus discrètes, mais restent bien présentes.